qu'est-ce qui s'est passé entre la fin des temps de Battle et Age of Sigmar? On pourrait croire qu'il s'est simplement écoulé un certain temps, que les vents de magie se sont matérialisés, qu'ensuite le panthéon de l'ordre a été fondé par Sigmar, et que la paix a ensuite duré jusqu'au siècle rouge et l'âge du chaos. Mais en réalité, entre-temps, il s'est déroulé pas mal d'événements intéressants. Certains d'entre eux nous ont même offert un autre aperçu du fameux multivers qui connecte les royaumes du chaos, les anciens et le grand combat éternel entre l'ordre et le chaos. Combat qui a tendance à être perçu, à tort, comme une opposition manichéenne entre le bien et le mal. Alors qu'en vérité, chacun incarne bien plus. L'ordre, c'est la loi, la justice, les règles qui empêchent l'anarchie, aussi bien pour les mortels qu'à l'échelle cosmique. Même si c'est globalement quelque chose qui a l'air positif, certains représentants de l'ordre sont souvent froids et impitoyables, comme les séraphons par exemple, qui n'hésitent jamais à sacrifier des milliers d'innocents au nom de leur grand plan, une sorte de bien suprême qui est au-dessus de tout à leurs yeux. Le chaos, quant à lui, représente l'entropie, que beaucoup considèrent comme l'état naturel de l'univers. Il représente aussi la liberté et les émotions, qui sont l'essence même des dieux du chaos. À l'origine, les concepts du chaos et de l'ordre ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Cela dit, dans Warhammer, il faut reconnaître que le chaos est bien plus souvent représenté comme négatif. Dans tous les cas, l'opposition des deux concepts est vraiment la base des univers de Warhammer. Qu'il s'agisse de ceux de Fantasy avec Battle ou The Old World et AOS, ou même de Warhammer 40 000 et les Résidorus. Ça me semble important à mettre en évidence, et c'est aussi intéressant d'explorer ses origines, parce que ce sera justement assez pertinent pour la suite quand on va parler des événements qui se sont passés après la fin des temps et avant l'âge de Sigmar. Cette lutte fondamentale entre l'ordre et le chaos, Warhammer l'a emprunté en grande partie au multivers de Michael Moorcock. Multivers qu'il a commencé à écrire avec les Eric de Men in Boy un peu plus de 20 ans avant Warhammer. Dans les grandes lignes, il existe dans ce multivers un champion éternel qui est chargé de maintenir un équilibre entre le chaos et l'ordre. Chaque univers aura un de ses champions éternels, et le fameux Elric est l'un d'entre eux. D'ailleurs, ce personnage et son épée maudite sont devenus un archétype qui a inspiré de nombreux personnages de Warhammer, mais aussi d'autres univers de fantasy. Pour citer quelques-uns de Warhammer Fantasy, il y a bien sûr Aenarion, le premier roi phénix, et l'un des porteurs de l'épée de Cain. Mais il y a aussi, entre autres, Malekith ou encore Malus Darkblade. L'autre particularité aussi qui va nous intéresser à propos de ce champion éternel est aussi qu'il est choisi par le chaos et l'ordre. Et à ce titre, c'est ce que sont un peu les élus éternels, le dernier en date étant Archaon. Et gardez ce détail en tête parce que ça va être important par la suite. Il y a aussi d'autres choses que Warhammer a empruntées à ce multivers. Pour rapidement présenter les plus flagrants, il y a l'étoile à 8 branches, le symbole emblématique du chaos. Il y a certaines notions comme les Chaos Spawn, les enfants du chaos, ou même encore les seigneurs du chaos. Il y a même un rôle opposé à eux, qui sont dédiés à l'ordre, qui pourrait avoir influencé selon moi les Slann, et peut-être même les éternels de l'orage, dont le nom rappelle aussi un peu les champions éternels. Après, le multivers de Moorcock n'est bien sûr pas la seule source d'inspiration de Warhammer. Warhammer Battle est aussi un mélange d'éléments tirés de Conan, de Tolkien et de mythologie. Du côté de 40K, les inspirations ont aussi puisé dans les univers de Dune ou Alien et d'autres. Mais les deux ont ce tronc commun qu'est le multivers de Michael Moorcock avec le combat entre l'ordre et le chaos. Je tiens à préciser tout de même que pour moi, cela ne diminue en rien le travail accompli par les écrivains, les designers, les sculpteurs, tous les créatifs et artistes qui ont enrichi les univers de Warhammer. Même si certaines parties n'étaient pas des idées originales indépendamment, en les combinant, ils ont contribué à bâtir des mondes et surtout des personnages fascinants. Parce que pour moi, la plus grande force de Warhammer ne réside pas totalement dans son worldbuilding, que j'apprécie évidemment beaucoup, et en même temps c'est normal, j'appréciais déjà le worldbuilding des univers dont il s'était inspiré. Mais du coup, la véritable grande force de Warhammer réside dans ses personnages. Ce sont eux les véritables piliers des récits, et c'est normal, Warhammer est avant tout un jeu de figurines, donc le rôle principal du lore est de proposer des histoires engageantes autour des personnages que les figurines représentent. Voilà, je ferme un peu cette parenthèse, mais je tenais à préciser que je ne cherche pas à déconstruire Warhammer,
mais à explorer ses origines. Et si je mets autant l'accent sur le multivers de Moorcook, c'est parce que la transition entre la fin des temps et l'âge de Sigmar s'en est selon moi à nouveau fortement inspiré. J'irais même jusqu'à penser que le futur potentiel du lore pourrait continuer à s'appuyer grandement sur ses influences. Après la fin des temps, Archaon, l'élu éternel, le grand marshal de l'Apocalypse, est allé dans les royaumes du chaos et a continué ses conquêtes là-bas, car la guerre est aussi omniprésente dans les domaines des puissances de la ruine. Les légions appartenant à des princes démons et seigneurs démons se battent sans cesse pour le contrôle de différents territoires. Archaon a d'ailleurs combattu certains seigneurs démons. Il y fait mention des empereurs Edonchi, des seigneurs démons inféodés à Slaanesh, qui régnaient sur des centaines de royaumes. Archaon ne les a pas vaincus par la force des armes, mais par la ruse. Il leur a offert en cadeau des milliers et des milliers d'esclaves. Il a continué ses offrandes pendant des centaines de jours. Les empereurs démons n'ont pas pu s'empêcher à continuer de se gaver continuellement jusqu'à faire éclater leurs panses dans des torrents de viscères roses. Ce qui fait aussi un peu penser à la façon dont Slaanesh est devenu vulnérable, après avoir dévoré toutes les âmes elfiques. Au final, les êtres qui incarnent l'excès n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes. Mais les conquêtes d'Archaon ne se sont pas limitées au royaume du chaos, car il a continué à envahir des mondes dans d'autres univers, où il a apporté encore d'autres fins des temps. Et oui, le titre de Grand Maréchal de l'Apocalypse, on ne l'acquiert pas en une seule fois. Le fait de pouvoir voyager dans d'autres univers à partir des royaumes du chaos est dû au fait que les royaumes existent grâce aux émotions et aspirations des mortels, et ce, dans tous les univers. Parmi les mondes et les univers qu'il a dévastés, on a de plus grandes connaissances sur 3 d'entre eux. Déjà, il y avait les royaumes de Yorn, un endroit où vivait une lignée royale supposément invincible. Archaon les a tous affrontés seuls, et ce, sous le regard d'un millier de sanguinaires. En une seule nuit, il aura exterminé cette lignée de rois et de reines qui existait depuis des millénaires. Il y a eu aussi l'île de Chantor, peuplée d'un peuple maritime qui semblait extrêmement résistant aux maladies, protégé par de puissants guerriers nommés les gardes des profondeurs. Avec les faveurs du dieu des épidémies, Archaon mit à l'épreuve leur résistance avec les 7 mots de Norgul. Très vite, une épidémie les frappa, leurs articulations se gonflèrent et leurs yeux suintèrent de pu, ce qui témoignait tout de même de leur résistance car ça ne les a pas tués pour autant. Cependant, leurs armées affaiblies, il a été assez facile pour Archaon et ses armées de les massacrer. La 3e grande victoire d'Archaon est sans doute la plus spectaculaire, car c'est celle où il a fait face à un puissant dieu, qui pourrait potentiellement avoir été un ancien d'après certaines théories. Ce dieu se nommait Yulae, le serpent à 3 âmes. Cet être était connu pour avoir créé un objet nommé le creuset stellaire. Pour le vaincre, Archaon a forgé une alliance avec des sorciers de Tzinch, originaires d'un monde ou un univers à plaisir, ainsi qu'une cabale de sirènes sorcières de Slaanesh. Cependant, le corps de Yulae était constitué de lumière et de feu, qui le rendaient immunisé aussi bien aux attaques physiques qu'aux attaques magiques. Les alliés d'Archaon étaient donc inutiles et se faisaient massacrer au fur et à mesure. L'élu éternel a alors commencé à s'emparer de leurs âmes à la dérive et les a refaçonnées sous la forme de miroirs prismatiques pour créer une cage autour du dieu Yulae. Toute la lumière et l'énergie du dieu s'est alors retournée contre lui-même et l'a fait imploser. Archaon a d'ailleurs pris possession de ce creuset stellaire. On ne sait pas encore exactement à quoi cet artefact sert, mais il pourrait être utilisé à l'avenir. Et pour rappel, toutes ces guerres dans le multivers se sont passées bien avant la formation des royaumes mortels. Et je trouve que ce serait intéressant de voir des personnages issus de ces différents univers. On en a d'ailleurs peut-être déjà quelques-uns, par exemple il y a Esk, un prince démon de Slaanesh dont on sait qu'il est originaire d'un autre univers que celui de Warhammer Fantasy appelé la Terre des Oubliés. Et qui sait, peut-être que dans le futur, on explorera ces autres univers. D'ailleurs, si le multivers commence à être plus mis en avant, on peut se demander si l'univers de Warhammer Fantasy et de 40 000 va être de nouveau rapproché.
Actuellement, officiellement après un retcon, ils ont été séparés. Mais il fut un temps avant ça, ils faisaient partie du même multivers. Il y a eu certains passages où un prêtre Sigmarite a rencontré Magnus le Rouge. Il y a même eu une histoire où l'univers de Warhammer 40 000 se trouvait dans une sorte de boule à neige qui appartenait à un mage des collèges de magie de l'Empire. Et inversement, il était possible que le monde de Warhammer Fantasy Battle se trouvait dans un point isolé de l'univers de Warhammer 40 000. Le fait que les deux univers se contiendraient l'un l'autre me fait un peu penser à un épisode de Futurama. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, les deux univers de Fantasy et de 40 000 sont considérés comme deux multivers distincts. Car oui, la présence même du chaos fait qu'un multivers existe dans tous les cas, mais il faut avouer que ce n'est pas tellement exploité. On savait qu'il y avait d'autres univers, mais il y avait rarement des rapprochements avec eux. Ce qui cependant a justement un peu changé dans Fantasy avec Arkham. Même si au final, il en aura détruit une bonne partie. Ce que d'ailleurs j'ai toujours trouvé un peu étrange. Après tout, le chaos en lui-même n'a rien à gagner à détruire d'autres univers. Le chaos cherche à corrompre et à s'emparer de tout ce qu'il peut. L'influence et le pouvoir des dieux sombres est proportionnel aux émotions des mortels. Et en détruisant des mondes et des univers, l'élu éternel a en quelque sorte privé les dieux du chaos de ça. Donc en un sens, il a élevé sa position tout en limitant leur pouvoir. Et ça c'est sans doute entièrement volontaire de sa part. Parce qu'on le rappelle, Archaon est les dieux, aussi bien ceux de l'ordre que ceux du chaos. Il aspire à tous les exterminer pour être libéré de leur tyrannie et de leurs conflits. Il a aussi à maintes reprises réussi là où les autres serviteurs du chaos ont échoué, prouvant par la même occasion qu'il est le seul à pouvoir unifier, organiser, ordonner les légions du chaos. Et c'est justement là-dessus que je trouve Archaon très intéressant, parce qu'il est un peu l'ordre dans le chaos. Ce qui me rappelle encore une fois le fameux champion éternel de Morkok. Il me semble maintenant important de clarifier une question que j'ai souvent vue. Est-ce que l'âge de Sigmar fait partie d'un univers parallèle à celui de Warhammer Battle? Eh bien la réponse est un grand non. Les royaumes mortels de l'âge de Sigmar ont bien été créés dans le futur de la fin des temps et sur le même plan physique. Et on le sait de par la présence de beaucoup de choses issues de Battle. Déjà, il y a les fragments du noyau de l'ancien monde, qu'on appelle Malus. On a connaissance d'un fragment nommé la lance de Malus, qui se trouve à Gur, le royaume des bêtes, et autour duquel est construit la cité d'Excelsis. Il y a aussi un plus gros morceau du noyau de l'ancien monde, sur lequel Sigmar a dérivé avant d'atteindre le royaume mortel, et qui se trouve maintenant dans le firmament d'Azir, le royaume des cieux. C'est d'ailleurs autour de ce noyau qu'a été formé le Sigmarabolum, une sorte de station spatiale où ont été forgés les éternels. D'ailleurs, certaines âmes mortelles étaient encore sur le noyau de Malus, et beaucoup d'entre elles ont été reforgées dans l'ost des enclumes de l'Eldanhammer. Le noyau de Malus est aussi d'ailleurs miné, et cette ressource est utilisée dans l'alliage des armes et armures des éternels. Donc oui, les éternels de l'orage portent littéralement des fragments de l'ancien monde. En plus des fragments de Malus, il y a eu aussi le chêne des âges qui a survécu à la destruction de l'ancien monde et qui a fini par atterrir à Giran, le royaume de la vie. Cet arbre a toujours été entouré de beaucoup de mystères, car dans sa vicinité, le temps et l'espace a toujours semblé agir différemment. C'est un peu le Yggdrasil de Warhammer. Et le parallèle est d'autant plus pertinent maintenant qu'il y a 8 royaumes, un peu semblables au monde de l'Yggdrasil. Un autre élément issu de Battle est aussi les Slann et les Séraphons, qui ont voyagé sur leurs vaisseaux temples et vaisseaux ziggurats depuis le monde de Battle vers les royaumes mortels. Et là maintenant, une autre question se pose, comment les royaumes mortels ont été créés? À première vue, certains pensent à un phénomène naturel. Les 8 vents de magie qui ont été libérés lors de la destruction de l'ancien monde ont fini par se matérialiser, se cristalliser en royaume. Cependant, il y a des signes d'intervention extérieure qui semblent avoir été présents très peu de temps après leur formation et qui prédatent l'éveil et l'arrivée des dieux du Panthéon de l'Ordre. Je parle bien sûr des portes-royaumes, les fameux portails qui permettent de voyager entre les différents royaumes. Leur créateur est encore inconnu, mais beaucoup théorisent
que c'était l'œuvre des anciens. La création des royaumes mortels aurait peut-être fait partie de leur plan pour combattre le chaos. Et si ça se trouve, c'est peut-être ce que les anciens font constamment. Ils ont peut-être une sorte de tactique de guérilla en plantant différentes graines de résistance au chaos à travers le multivers. Dans ce qu'on sait des origines de Warhammer Fantasy Battle, les anciens sont arrivés par des portails, ils ont créé les hommes lézards et ont eu une influence sur le développement de beaucoup de races, comme les humains, les nains et les elfes. Ils ont ensuite fui de nouveau dès que le chaos est arrivé. Donc Battle n'était sûrement pas le premier monde à tomber dans le sillage des anciens. On dirait même que c'est une sorte de cycle perpétuel à travers le multivers. Après, une théorie un peu plus farfelue sur la création des royaumes mortels et des portes au royaume pourrait être grâce au fameux creuset stellaire que Archaon a obtenu. Les royaumes mortels feraient alors partie de son plan pour détruire les dieux du chaos et de l'ordre. J'avoue que cette théorie est un peu plus tirée par les cheveux, mais je trouve qu'elle n'est pas totalement écartée. Bon, à partir de là, les dieux du panthéon de l'ordre se réunissent, et tout se passe un peu comme on sait déjà, pas vrai? Et bah, on n'y est pas encore tout à fait exactement. Quand Sigmar et les autres dieux sont arrivés, ils n'étaient pas seuls dans les royaumes. Il y avait des mortels, des dieux animaux, et d'autres choses. Il y avait toutes sortes d'entités cosmiques, d'immortels, de tyrans, qui avaient déjà commencé à régner sur différentes parties des royaumes. Certaines étaient même des sortes d'entités Lovecraftiennes, dont certains avaient une puissance qui rivalisait avec celle des dieux du chaos. Et ça a été admis par Nagash et Sigmar dans le livre de la guerre des âmes. Et pour le coup, je n'ai pas tellement de mal à y croire personnellement. Les dieux du chaos sont certes assez forts, mais leur vraie force réside dans leur influence corruptrice. Après tout, il est déjà arrivé que différents personnages de l'univers de Warhammer battent certains dieux du chaos. On a d'ailleurs certains noms de certaines de ces entités Lovecraftiennes qui ont été vaincus par Sigmar, Nagash et le reste du Panthéon. Il y a le roi des constellations brisées, un être qui a réduit en esclavage les premières tribus d'Azir, une autre entité connue sous le nom de la lumière dévorante, un groupe nommé les Ducs Abyssaux, ou encore Sirm, le premier feu. Ceux-là se sont juste ceux nommés dans le livre de la guerre des âmes, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont mentionnés dans différents livres. Et je trouve que ça remet beaucoup en perspective l'état actuel des royaumes mortels. La guerre contre le chaos qui se passe dans l'Age de Sigmar a été certes très dévastatrice, mais ne dure que depuis environ 700 ans. C'est une période apocalyptique pour les mortels, mais pour les dieux relativement un peu moins, car ils combattent déjà ce genre de menaces depuis des dizaines de milliers d'années. Des êtres qui, selon les mots de Sigmar lui-même, étaient des horreurs anciennes inimaginables, même dans les cauchemars des royaumes des puissances de la ruine. Ça pourrait amener dans le futur d'autres menaces qui pourraient être dangereuses aussi bien pour l'ordre que pour le chaos. Ou alors, ça pourrait être une période de l'histoire des royaumes mortels qu'on pourrait plus explorer à l'avenir. En tout cas, voilà pour les différents événements qui se sont passés entre la fin des temps et le début de l'âge de Sigmar. J'aime beaucoup ces différentes parties car elles élargissent énormément l'univers et ça apporte encore plus de possibilités qu'on ne l'a maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager. Et merci infiniment à ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit en tant que membre sur Tipeee ou en utilisant le lien partenaire de la chaîne, où vous pouvez trouver des choses jusqu'à moins 20% autour du Wargame, et d'une pierre deux coups ça soutient la chaîne. Merci pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.